Grosse semaine pour l'intelligence artificielle avec la Google I.O. mais également les annonces d'OpenAI. Il y a un point qui m'a particulièrement marqué cette semaine, c'est le fait qu'il y a un nouveau terme qui transcende à peu près l'ensemble des discours des gros acteurs de l'intelligence artificielle, c'est le terme d'intelligence artificielle générale. Alors c'était déjà le cas du côté d'OpenAI, par contre du côté de Google, c'est relativement nouveau et ça a commencé à se marquer ces dernières années dans leurs dernières conférences, le fait qu'ils commencent de plus en plus à définir réellement le terme d'intelligence artificielle générale comme leur principal objectif. Cette position, elle est certes marketing, mais elle a également un avantage stratégique, dans le sens où ça peut leur permettre de définir eux-mêmes quel va être le terme d'AGI que la communauté va pouvoir employer. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont imprégner le grand public de ces termes-là, à un moment donné, ils vont pouvoir définir que grâce à l'ensemble des produits, des technologies qu'ils ont déployés, on vient d'atteindre un nouveau niveau de capacité qui nous permet de dire que l'on a atteint le terme d'intelligence artificielle générale. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde les actions d'OpenAI, de Google, mais des autres acteurs de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'on va pouvoir définir un terme d'intelligence artificielle générale qui en réalité est extrêmement lié à une intelligence collective amplifiée, c'est ce qu'on va parler dans cet épisode, mais qui, par extension, pourrait permettre la naissance d'une intelligence artificielle qu'on appelle également super intelligence. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la chronique d'une intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver cet épisode ici sur YouTube, mais également sur les plateformes de podcast habituelles pour une écoute audio. Si on fait un point sur l'état d'avancement et les progrès qu'on a aujourd'hui dans les modèles qu'on utilise, on se rend compte qu'on est en train d'apprendre nos mèmes. Nos mèmes tels que définis par Richard Dawkins, 1976, The Selfish Gene ou le gène égoïste. Les mèmes comparés aux gènes, qui sont l'évolution génétique par sélection naturelle, les mèmes sont un autre concept qui est introduit par Richard Dawkins dans son livre, qui décrit l'ensemble des connaissances contenues dans un cerveau qui sont transmissibles de génération en génération et qui ne sont pas transmis par les gènes. Ça représente l'ensemble des informations que l'on a collectivement de génération en génération établies. C'est bien qu'aujourd'hui un enfant qui se développe et qui devient un adulte ne se développe pas à partir de rien, il se développe certes à partir de son patrimoine génétique, à partir de son environnement, mais en se basant sur l'ensemble de ces mèmes qui ont été établis par la société et qui lui permettent non pas de partir de zéro, mais de partir d'un socle commun. C'est bien qu'aujourd'hui, l'ensemble de la recherche qui a été effectuée part de ce socle-là pour essayer d'extrapoler de nouvelles connaissances. Et c'est ça qu'on est en train de voir, c'est que l'ensemble de ces modèles, de ces grosses architectures, elles ont pour objectif d'apprendre nos mèmes, de réaliser une version compressée, interactive, de l'ensemble de l'information que l'on a collectée durant des générations et des générations. Cet ensemble, il peut se représenter sous la forme d'un graphe, dans le sens où ce graphe, c'est pour chaque nœud du graphe, une connaissance qui a été acquise de génération en génération. Les nœuds et les arêtes sont les interactions entre ces différentes connaissances, et chaque nœud peut avoir différentes modalités. Et ici, c'est important cette multimodalité, c'est d'ailleurs pour ça que ces différents acteurs poussent dans cette direction, c'est parce que les différentes modalités capturent correctement la connaissance humaine qui a été développée, même des subtilités telles que l'intonation, la manière dont on dit les choses font partie en quelque sorte de notre culture. C'est pour ça qu'un enfant qui se développe va développer un accent différent, des intonations légèrement différentes. C'est un ensemble d'informations très subtiles qui est développé par notre société qui permettent de capturer certaines subtilités. Et l'ensemble de ces subtilités-là sont aujourd'hui à travers, et on le voit à travers par exemple GPT-4o, qui capture correctement certaines vraiment subtilités lorsqu'il y a une interaction. C'est des choses qui sont en train d'être imprégnées et injectées dans ces modèles. Il y a toujours du travail, certains disent qu'on est un peu à la uncanny valley de l'interaction homme-machine dans une interaction vocale, parce qu'on sent que ces modèles se rapprochent mais qui n'ont pas encore correctement atteint le niveau satisfaisant pour qu'on considère qu'ils ont réellement capturé nos intonations de voix. Mais ici, ce qui est important en tout cas, c'est de se dire que ces modèles-là, ils ont pour objectif de capturer l'ensemble de nos mèmes, et qu'une fois que ce modèle a capturé ces mèmes-là, la question c'est comment est-ce que l'on peut restituer ça à la société pour pouvoir accélérer correctement notre développement, notre productivité, notre capacité à résoudre des problèmes. Et si et seulement si cette information est restituée de manière efficace, on pourra dire que l'on aura atteint un nouveau palier d'intelligence pour notre société, que l'on pourra définir tel que l'intelligence artificielle générale, mais qui je pense pourrait d'ailleurs mieux se définir si on parle d'intelligence collective amplifiée.
Pour être clair ici, je ne dis pas que le fait de capturer et de restituer correctement ce graphe soit en soi une reproduction de l'intelligence humaine. Ce que je dis, c'est que le fait de pouvoir faire ça efficacement, et du point de vue de ces acteurs-là, c'est probablement quelque chose qui serait extrêmement impactant pour notre société, sur lequel il y aurait un avant et un après, et ils voudront potentiellement changer le nom de la technologie qui a été utilisée pour faire cela. Aujourd'hui, le terme d'IA est globalement accepté, il y a toujours des personnes qui le critiquent, mais il est globalement accepté. Et le terme d'AGI, la manière par laquelle il pourrait être accepté, comme avoir été atteint, c'est seulement si il y a eu un changement radical dans notre société qui a été permis par une technologie. Et ici, il y a aussi beaucoup d'anthropomorphisme qui est fait sur ces différents termes, sur le terme d'AGI, sur le terme d'IA. Le terme d'AGI en soi, dans sa définition aujourd'hui, est un anthropomorphisme complet qui repose sur l'intelligence humaine comme facteur dominant. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je ne crois pas réellement en termes d'AGI, mais je crois dans le fait que ces entreprises-là vont utiliser ce terme-là pour désigner l'impact qu'ils vont avoir sur la société. D'ailleurs, c'était la même chose dans les années 1950. John McCarthy, lorsqu'il a introduit le terme d'intelligence artificielle, il l'a introduit pour désigner un avant et un après, une différence avec la cybernétique, pour réellement désigner que là, on était en train de créer quelque chose de différent. Et de la même manière, je pense que sur ce terme-là, on aura cet avant et cet après. La question, c'est quel est cet après? Quelle est cette chose que l'on veut créer? Et je pense qu'une manière de se le matérialiser, c'est d'imaginer à quel point est-ce que, avec cette technologie qui permet de restituer la connaissance humaine, de manière efficace, de manière interactive, on pourra réimaginer complètement les entreprises et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Aujourd'hui, une entreprise, au fur et à mesure qu'elle va grossir, elle va devoir employer un effort considérable pour maintenir sa structure, pour faire en sorte de diminuer l'entropie au fur et à mesure, parce que sinon, de manière naturelle, l'entropie augmente, le niveau de désordre augmente dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle les gens font énormément de réunions, pour laquelle les gens perdent énormément de temps simplement à essayer de communiquer, se mettre d'accord, parce que l'information, le fait de synchroniser tout le monde pour avoir une direction cohérente, c'est quelque chose qui prend énormément d'efforts. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand une entreprise se développe, il y a besoin d'énormément de RH, il y a besoin d'énormément de managers pour consolider l'ensemble de la structure. Et à la fin, une entreprise finalement finit par utiliser peut-être 60-70% de ses capacités d'effort à maintenir cette structure et seulement 30-20% à produire. Et ce que l'IA peut changer ici, l'IA, si elle est à un niveau suffisamment mature pour consolider la connaissance et la restituer, c'est qu'elle va être un facilitateur pour naturellement maintenir en place ces entreprises-là. Grossir une entreprise deviendra un process beaucoup plus facile parce que l'on aura ces modèles dans nos réunions, dans nos mails, dans toutes les interactions que l'on aura avec nos collègues, on pourra avoir un modèle qui est présent, qui comprendra, qui pourra faire des restitutions de réunions, qui pourra permettre de synchroniser tout le monde sur les objectifs, même si on n'était pas présent à la réunion, qui pourra permettre de restituer l'information au moment où on en a besoin, qui pourra mettre ça en considération avec l'information publique disponible sur Internet. Et tout ça, ça va être un peu la glue qui permettra de consolider une entreprise pour qu'on n'ait pas 60% des efforts qui soient établis sur maintenir la structure, mais qu'on puisse réellement avoir 90% de nos efforts qui soient visés à créer de la valeur, créer des nouveaux nœuds dans ce graphe. Et il y a une partie d'ailleurs de la conférence dans la Google I.O. qui montre ça, et qui montre réellement que le changement qu'on va pouvoir avoir, c'est notamment la partie des agents, qui est finalement petite dans la Google I.O., mais qui représente, je pense, j'ai l'impression, une partie la plus importante, c'est que au-delà de restituer l'information, les agents pourront aller la chercher, ils pourront aller potentiellement même la créer lorsqu'elle est évidente, lorsque c'est simplement de l'interpolation dans un contexte existant, si bien que créer ou recycler, ce sera des choses que l'IA pourra faire. Par contre, créer de la nouvelle valeur, ce sera à ce stade-là des choses que l'humain pourra faire et il pourra focaliser l'ensemble de son énergie là-dessus. Et c'est cette partie-là, ce concept-là de cohésion avec une AGI, parce que je pense qu'ici, le jour où ceci deviendra possible, je pense que ces entreprises-là appelleront ça une AGI. C'est cette interaction-là que j'appelle une intelligence collective amplifiée. Cette nouvelle forme d'intelligence, elle permettra de plus produire, de trouver de nouvelles solutions, mais aussi, pourquoi pas, de faire naître une super intelligence. Avant d'aborder le terme de super intelligence, j'aimerais revenir, parce que je pense que c'est super important, sur la raison pour laquelle je ne crois pas en l'AGI, ou en tout cas pas en l'AGI
telle que définie via le prisme de l'intelligence humaine. Tout simplement parce que je pense que l'intelligence est multidimensionnelle et qu'elle va bien au-delà de l'intelligence biologique, organique, ou même de l'intelligence d'un mammifère ou de l'intelligence d'un humain. Il y a énormément de manières pour un objectif et une capacité donnée de la réaliser avec différents spectres d'intelligence, et que réduire simplement l'intelligence générale à l'intelligence humaine, c'est ici un anthropomorphisme complet. Et je pense que d'ailleurs c'est quelque chose même qui dans un sens est impossible, ou en tout cas même si c'est possible dans le sens où l'intelligence humaine est unique dans le sens où elle émerge de notre ADN, de l'ensemble de l'évolution humaine dans notre environnement, de l'ensemble de nos sens, et donc reproduire tout ça à la perfection, c'est quelque chose en soi qui sera jamais atteint, tout simplement parce que la machine a un environnement qui certes peut être simulé pour se rapprocher d'une autre, et c'est ce qu'on essaye de faire via justement la création de ce graphe dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais c'est toujours une abstraction du réel, ce qui fait qu'on n'atteindra jamais réellement, on pourra jamais correctement aligner les deux. Et ici, ce que ça veut dire, c'est que l'intelligence qui sera développée dans les machines sera forcément différente, mais faisons l'hypothèse qu'on se rapproche suffisamment de l'intelligence humaine, il n'y aura pas de moment où la machine aura simplement atteint l'intelligence humaine sans la surpasser. Si on reproduit l'ensemble des capacités humaines, on sera forcément plus intelligent qu'un humain dans le sens où une machine ne s'épuise pas, elle peut penser indéfiniment, elle a accès à des ressources que l'humain n'a pas accès, on peut lui donner un sens et des informations à disposition auxquelles l'humain n'aura pas accès, et donc une machine qui reproduit les capacités humaines, les capacités de raisonnement humaines, sera forcément plus intelligente et sera même, du coup, une super intelligence par définition. Le chemin vers la super intelligence est encore long. Par contre, je pense qu'on a à notre disposition aujourd'hui une grosse partie des connaissances nécessaires à la création d'une intelligence artificielle générale, telle que définie dans cet épisode, et non pas telle que définie via un anthropomorphisme centré sur l'humain. Et je pense que l'ensemble de ces informations, la création de ce graphe et la restitution de ce graphe sera quelque chose qui devrait pouvoir être mis à disposition de la société dans la prochaine décennie pour la création d'une intelligence artificielle générale et une intelligence collective amplifiée. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine.